Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Dans la continuité du podcast Poser sa voix, nous nous sommes intéressés aux spécificités du chant choral. La voix humaine comme instrument est magique et splendide. Laurier Fagnan, chef de chœur et chef d'orchestre, il dirige notamment le plus grand chœur francophone de l'Ouest canadien. Mais quand on met 30, 40, 60 voix ensemble, et quand ils chantent tous et toutes avec la même philosophie vocale, que ce soit une philosophie acoustique, de pédagogie du chant, l'effet est absolument incroyable sur le plan humain, sur le plan musical, sur le plan vocal, bien sûr. Si on peut marier ce que j'appellerais une philosophie vocale, et moi j'enseigne par les principes du bel canto, donc la résonance chiaroscuro, le noyau de vibration ou la focalisation de la vibration. Vibration n'est pas vibrato. Mais de ce sens focalisé, concentré du son et de la résonance complète et équilibrée qui l'entoure, cette résonance chiaroscuro, donc clair, obscur, ou brillant et riche. Et quand nous chantons tous avec la même qualité sonore dans chacune des voyelles, ce qui arrive au plan de l'ensemble vocal et du son de l'instrument que nous avons devant nous. Un instrument, le chœur. Oui, nous avons 4 notes ou 8 notes qui sortent en même temps quand on chante de l'harmonie ou du chant polyphonique. Mais quand on a un son humain devant nous, que même les battements de cœur et les taux de vibrato commencent à s'aligner et que nous chantons vraiment comme d'une voix et nous devenons un peuple vocal et musical. C'est une expérience et pour le chef et pour les choristes et pour l'auditoire qui peut être transformateur. C'est vraiment le mot partage, je ne vois pas d'autre mot qui puisse aller. Et je vois bien que quand on partage de mêmes émotions, enfin quand on répète, bon, c'est pas le moment forcément le plus agréable où on est en train de répéter, de reprendre des petits points pour que tout le monde soit ensemble, et puis à un moment donné quand même où on aboutit à quelque chose de satisfaisant. Catherine Malnoé, formatrice en musique à l'INSPE de Bretagne à Rennes. Donc on fait partir le chœur chante. Et je vois bien qu'il se dégage une émotion parce qu'on est tous contents avec un même objectif et on entend que ça sonne, que c'est bien. Et quand j'arrête le chœur, il y a un moment de silence qui est encore suspendu parce qu'on est encore dans la réception de la musique. Et chacun individuellement, on y a participé. Je crois que la voix humaine est la voix humaine et que nous parlions du travail avec les chœurs d'adultes ou les chœurs d'enfants, nous avons tous 2 cordes vocales, nous avons tous des trachées vocales, donc la gorge et la bouche, et des articulateurs. Et on peut travailler l'efficacité vocale avec les enfants. Les enfants n'ont pas besoin de chanter avec beaucoup plus d'air que les adultes. Ayant travaillé avec des douzaines de chœurs d'enfants, je sais que les enfants peuvent vraiment chanter. Et par vraiment chanter, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, là. Mais que les voix des enfants peuvent avoir
un focus que j'appelle le noyau du son et peuvent chanter avec une belle résonance complète, le chiaroscuro, le clair-obscur, et peuvent chanter de vraies voyelles et peuvent bien faire marcher leur corde vocale de façon non musculaire, là, mais de façon acoustiquement et physiologiquement bien, où elles transforment la plupart de l'air en énergie vocale. Ce qui est intéressant avec le bel canto, c'est que les enfants adorent les termes italiens. Donc, quand je dis chantez pour moi chiaro et chantez pour moi oscuro, ça s'explique tout seul et les enfants adorent utiliser des termes différents. Et ensuite, chiaro, scuro, qui est clair et obscur. Et ensuite, je leur fais chanter oh, et, en exagérant que certaines voyelles, comme le et le i, sont très claires et pas très belles, et certaines voyelles sont très avalées. Et ensuite, de mettre un équilibre là-dedans, de chaque voyelle est à la fois absolument claire et brillante et absolument riche et arrondie. Et je trouve que les enfants peuvent super bien chanter avec une résonance équilibrée. Je crois qu'il y a beaucoup de mythes qui existent quand nous parlons de la voix. Et souvent, et c'est vrai pour des chœurs d'enfants et des chœurs d'adultes, mais souvent pour les chœurs d'enfants, où on encourage l'utilisation de beaucoup d'air dans le son. En anglais, il y a même une expression en pédagogie vocale, sing on the breath, de chanter sur l'air. Les cordes vocales sont comme une valve. Et puis, si la valve est toujours ouverte, qui n'est pas nécessaire, et cette perte de possibilité de couleur vocale, où l'air peut être transformé en son. Et les enfants on peut apprendre aux enfants comment bien chanter. Et donc, cette belle focalisation du son est super possible pour eux dès un âge, dès le début du chant. Oui, il faut d'abord montrer l'amour du chant et l'amour de la voix. Juste de chanter, c'est formidable. Et d'avoir du plaisir avec la voix. Et de ne pas donner trop de messages aux jeunes enfants. Oh, attention à ça, ou tu chantes faux, des fois de commencer notre vie vocale avec des messages comme ça. Donc, faites explorer. Montrez-leur toutes les couleurs qu'ils peuvent faire, jouer avec leur palette vocale, exagérer de temps en temps de chanter de façon un peu plus riche qu'ils ont d'habitude à chanter, un peu plus clair, et ensuite de jouer entre ces deux-là. Souvent, la respiration avec les enfants, ils ont tendance à respirer très haut et à vraiment se remplir jusqu'aux oreilles avec l'air, puis on voit les épaules qui... Je pense qu'on peut très facilement travailler la respiration en leur demandant de s'asseoir et de mettre les coudes sur les genoux et de sentir ce relâchement de l'abdomen qui permet à la descente du diaphragme naturel pour prendre de l'air plus bas. Si on peut montrer aux enfants comment bien inspirer avec un bâillement léger dans la gorge, sans trop forcer de l'air, je pense que déjà, ça serait très bien. Et ensuite, de jouer avec leur son et de leur montrer déjà dès un âge assez jeune de quoi leur voix, quelles possibilités existent dans leur voix, sans rien forcer, là. Ça serait super bien. Quand tu travailles avec des enfants, on doit avoir la même approche professionnelle que travailler avec des adultes. Tom Johnson. Parce qu'en Belgique, il y a souvent la tension, comment dire, qu'ils disent oh, ce sont que des enfants. Oh, travailler avec des enfants simples, je peux, oh, chanson simple, je peux le faire et je peux
c'est pas juste. On a besoin vraiment d'une approche professionnelle aussi. Ma préparation à la maison est la même chose quand je travaille avec des petits enfants de 6 ans ou je travaille avec une chorale professionnelle. Donc, dans mes fonctions, il y a différentes choses en fait, mais entre autres, j'anime la chorale de l'INSPE qui réunit des étudiants professeurs des écoles, des étudiants professeurs de lycée-collège, des personnels de l'INSPE. Catherine Malnoé. Beaucoup aussi de professeurs des écoles en poste, anciens étudiants, qui participaient à la chorale en tant qu'étudiants et qui étant nommés dans le département, poursuivent au sein de la chorale. Et puis aussi quelques enseignants retraités de l'éducation nationale. Dans nos chœurs, on accepte tout le monde, qu'ils chantent bien, qu'ils chantent pas bien, bon, en général, ils ont envie de chanter. Parfois, au collège, c'est juste pour se retrouver avec le copain et la copine. C'est pas forcément parce qu'il y a autre chose qui motive. Parfois, l'hiver, c'est pour être au chaud. Il y a des fois des motivations qui sont peu avouables, mais bon. Mais le but, c'est qu'ils se retrouvent entre copains, entre copines. Et aussi, ça c'est hyper important, et là ça marche autant au collège que dans le chœur de l'INSPE, ça permet aux choristes d'avoir une relation privilégiée avec l'enseignant qui anime le chœur. C'est-à-dire qu'au collège, ils voient le prof dans un autre cadre. On a une certaine proximité avec les élèves de la chorale qu'on n'a pas toujours en place. Et puis, comme on fait des répétitions communes, comme on fait des concerts, on les voit en dehors, on prend le car ensemble, on pique-nique ensemble. Et tout ça, ça développe en fait une connivence entre le prof qui perd un peu son statut je sais pas, de prof justement. Enfin, on devient des êtres humains qui travaillons ensemble. Quel que soit le statut, on ne sait pas qui est qui, en fait, et on s'en fiche complètement. Ça brise totalement toutes les barrières de savoir. Dans l'éducation nationale, en fait, on sait qui est professeur de l'école, qui est professeur des universités, qui fait ci, qui fait ça. Là, non, personne ne sait qui est qui. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve. Peut-être parce que tout simplement la finalité du chant choral, c'est pas ça. C'est pas que chacun trouve connaisse sa voix. C'est peut-être plutôt pour permettre à tous d'avoir accès au chant. Rosen Talek, chanteuse et professeure de chant à l'EMDTKB de Rostronin, notamment au sein du dispositif Demos. Et peu importe son niveau, peu importe son aisance avec le chant, quand on fait partie d'un groupe, on chante avec tout le monde et la finalité, c'est pas de faire que des bons chanteurs ou de connaître sa voix. Je pense que ça vient après si la personne veut continuer le travail, mais là, dans le cadre de projets d'éducation artistique et culturelle, je pense que c'est vraiment l'accès au chant à tous et que le chant choral, effectivement, est un dispositif qui permet à tout le monde d'accéder au chant. C'est un choix que de vouloir chanter soit tout seul, soit à 2, à 3, ou en groupe. Je pense que c'est plutôt une question de positionnement et de choix sur ce qu'on a envie de faire avec le chant. Je pense que chanter en chœur, il y a un certain plaisir du fait qu'on appartienne à un groupe. Ceci dit, c'est pas évident pour tout le monde de faire partie d'un groupe, de s'intégrer à un groupe et de trouver sa place. Mais si on arrive à faire en sorte, et c'est là tout notre travail, que chaque enfant se sente bien et ose intégrer le groupe, il trouve sa place et ose chanter et surtout éprouve du plaisir en chantant, alors oui, les enfants aiment chanter en chœur. Mais je pense que c'est un peu comme
ce que je fais avec le chant dans la danse, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment-là d'appartenance au groupe et, et qu'on se sent pas seul, on rentre dans un collectif, on est entouré, euh, on peut plus oser, on peut aussi varier dans son engagement au sein d'un collectif. Parce que quand on chante tout seul, on est obligé d'être présent. Je dis pas que dans un chœur, on peut ne pas être présent, mais il y a cet effet de masse et de soutien aussi des uns des autres, et puis ouais, d'appartenance au groupe qui crée une force et une émulsion, et puis je pense aussi à un résultat assez rapide, enfin vite et beau dans l'esthétique, d'avoir des voix qui s'accordent ensemble sous la direction de quelqu'un souvent. Et Chanter en chœur, c'est rassurant. Karine Bourdois, enseignante en éducation musicale et chant choral au collège François Truffaut à Béton, professeur relais du chœur académique auprès de la DAC. Ça permet de gagner en confiance pour après éventuellement justement pouvoir utiliser sa voix tout seul et oser la faire entendre. Ça permet aussi de partager avec d'autres, toujours dans la bienveillance, et aussi de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. Pour les choristes, ça leur permet de se sentir mieux, en fait, d'évoluer dans un cadre sécurisé, rassurant, accueillant. Il n'y a pas de prérequis, on se fait plaisir et on a des moments de satisfaction assez rapides. C'est-à-dire que quand il y a l'apprentissage d'un chant, il y a toujours des petites difficultés. Ça peut être tout simplement une note tenue, tenir une note. Eh bien, donc ça veut dire qu'on se concentre beaucoup et on s'aperçoit tout de suite quand on a bien tenu la note. Et en même temps, on entend les autres qui ont bien tenu. Et c'est cette satisfaction, en fait, tout simplement. Et tout de suite, il y a de la satisfaction. Mais c'est aussi retrouver d'autres dans un autre cadre. Enfin, il y a un côté extrêmement convivial au chœur. On est tous ensemble à chanter parfois la même chose exactement, parfois décalé parce que c'est de la polyphonie. Catherine Malnoé. Mais c'est important aussi de travailler. On a beaucoup de chants qui sont monodiques, donc tout le monde chante la même voix en même temps, au même moment. En fait, là, on travaille plus sur l'homogénéité du chœur pour que toutes les voix soient réunies sur un même objectif, avec la même prononciation au même moment, la même nuance. Il ne faut pas qu'il y ait de voix qui ressortent par rapport à d'autres. En fait, ça peut permettre de mettre en confiance justement sur des gens qui sont peu à l'aise avec leur voix ou avec leur corps. Bah, le fait d'être une toute petite personne parmi un grand chœur, souvent, ça libère un peu. La voix humaine est absolument incroyable. Et les maîtres du bel canto du 17e jusqu'au 19e et même 20e siècle, ça continue à se développer, savaient vraiment comment bien travailler la magie et la beauté, disons, le bel canto, le beau chant. Donc, dans une version très courte, il y aura une version plus longue dans un autre podcast, mais c'est d'apprendre comment à nos musiciens et les chanteurs devant nous, comment gérer leur voix avec leurs oreilles et avec leurs sensations. Et comment bien faire vibrer et résonner la voix. Ce sont les deux amis de la voix. Ce que j'appelle le noyau de vibration et la résonance chiaro-scuro. Donc, aei, très chiaro, clair, aei, oscuro, très arrondi. On veut les deux en même temps. Aei, o, où le son est équilibré dans toutes les voyelles. Et dans le centre de ça, nous voulons cette
vibration convergée. Vibration n'a rien à faire avec vibrato, mais le contact efficace des cordes vocales pour transformer toute l'air en énergie acoustique. Aïe, aïe. Donc, on travaille avec ces deux amis de la voix. La focalisation de la vibration, ce focus de son, et autour de ça, cette résonance qui est partout, cette résonance ouverte, à la fois claire et obscure. Et ensuite, avec un système de respiration et de contrôle de l'air qui est serviteur à ces deux principes-là. Et c'est vraiment la base de la beauté vocale ou du bel canto. Vous pouvez retrouver dans les accessoires essentiels, en bas de page, l'enregistrement Laurier-Fagnan, Bel Canto, où celui-ci détaille les principes de sa technique vocale. En fait, la technique, elle ne passe que par le jeu. Karine Bourdois. Finalement, autrement, on ne va pas répéter comme on peut le faire quand on est en cours individuel, en enseignement individuel, par exemple. Où là, on va vraiment faire de la technique, c'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois dans la journée, on va faire un enchaînement, on va reprendre, on va se réécouter. Ça ne va pas être possible déjà avec le temps qu'on a à la chorale, et puis on va perdre les enfants. Il faut que tout soit ludifié, tout de suite. Et en même temps, les responsabiliser sur des petites choses, sur un élève qui arrive très bien, en fait, et qu'on va mettre plutôt en avant pour guider le groupe, qu'on va faire changer de groupe. Et tous les enfants, à un moment dans l'année, vont avoir un rôle important. Parce qu'il y a un moment où on leur dit, ou je leur dis, là, tu y arrives très bien. Est-ce que tu peux m'aider parce que vous êtes nombreux? Est-ce que tu peux m'aider pour que les autres y parviennent? Pour ce qui est de l'apprentissage du chant, on travaille beaucoup avec nos collègues danseuses. Rosen Talek. Où justement on les fait chanter, mais aussi les parties rythmiques, enfin tout ce qui est le travail instrumental. On essaye de passer au maximum par le corps. On passe par le chant et par la danse pour aller vers l'instrument de musique. C'est un outil, c'est un moyen. Et en même temps, au sein de l'orchestre, il y a des parties qui ne sont que dansées, que chantées, que jouées. Donc il y a quand même cette idée de réalisation, de résultat, de but en soi, de réussir à chanter d'un point A à un point Z, une pièce chantée en chœur, tous ensemble. Karine Bourdois. Par exemple, quand on va faire de la polyphonie, certains groupes ne vont avoir que 2 phrases à chanter en polyphonie. 2 phrases qu'ils ont bien maîtrisées. Ça peut être un ajout aussi d'autres chanteurs. Le changement de tonalité pour qu'ils soient plus à l'aise. Après, il y a certains groupes que moi je forme selon leur voix. Donc entre ces garçons qui ont déjà un peu mué mais avec une voix pas stabilisée et donc qui ont une tessiture très très restreinte, je les mets plutôt ensemble et puis on adapte. Des filles qui sont très à l'aise, qui ont des voix aiguës et qui emportent, je vais plutôt des fois aussi les mettre ensemble et puis leur demander de faire un petit soutien sur d'autres groupes pour que les autres puissent se sentir plus à l'aise. Voilà, c'est des adaptations qui sont toutes simples en fait, qui font aussi que les élèves n'ont pas l'impression qu'on adapte. Ça se fait naturellement. Le répertoire, Laurier-Fagnan. les principes que j'enseigne, j'enseigne pour tout le répertoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajuster et jouer avec le son que nous faisons pour différents styles de répertoire, absolument. On ne veut pas chanter une chanson populaire avec exactement le même son qu'on va chanter un chœur d'opéra. Ceci dit, est-ce que la voix résonne toujours dans tout le répertoire? Oui. Est-ce qu'elle vibre? Encore là, c'est pas vibrato, mais ce centre focalisé de vibration. Oui.
Et est-ce qu'on a besoin de contrôler l'air? Oui. Donc, je crois qu'on peut jouer avec le son mais comme base de la technique vocale. Il faut savoir et exploiter les possibilités de notre instrument que nous avons en nous avec les deux amis de la voix, la vibration et la résonance, les trois, et le contrôle de l'air. Et ça, on peut l'appliquer à tout, que ce soit des cantiques de Noël ou le requiem de Brahms ou pour des enfants, des chants, ou pas juste pour des enfants, mais le chant folklorique. Je crois que tout le monde a le droit de pouvoir bien chanter et d'être bien éduqué. On doit, on doit, comme chef de chœur, enseigner l'autodidactisme et enseigner aux enfants et aux adultes comment écouter pour leur son, comment imaginer quel son qu'ils veulent et comment le faire vivre avec les outils de respiration, de vibration et de résonance que nous avons. Et je crois que ça s'adapte à tous les âges et à tout le répertoire, bien sûr, en ajustant ici et là pour certains effets et certaines interprétations que nous voulons. Catherine Malnoé. Dans les rencontres chorales, en fait, on choisit un programme d'une année sur l'autre, un programme qui permet de faire du travail vocal à 2 voix, 3 voix, 4 voix. Et là, depuis plusieurs années, on choisit des programmes qui sont des programmes uniques, c'est-à-dire soit une seule thématique, soit un seul compositeur. Donc on a monté en fait des œuvres de Pierre Fayas, Marco Polo par exemple. On a monté des œuvres de Julien Joubert. Cette année, on fait le fameux Molière en l'honneur de 400 ans de la naissance de Molière. Voilà, donc des œuvres qui permettent de travailler aussi le PEAC, c'est-à-dire qui ouvrent toujours vers d'autres domaines que la musique pure. Et on est accompagné soit par l'orchestre des professeurs, donc des enseignants d'éducation musicale qui continuent à pratiquer un instrument et qui accompagnent. Voilà. Soit depuis 3 ans, il y a un trinôme académique qui nous permet de travailler avec l'orchestre des transmissions. Et on associe aussi une mise en scène, une metteur en scène qui écrit des scènes de théâtre pour relier les chansons entre elles. Les scènes de théâtre sont jouées par les élèves. Et on geste quelques chants aussi, tous les choristes, sous l'égide de la metteur en scène. Rosen Talek. Alors, une chanson sud-africaine qu'on a appris aux enfants et qui fait Shosholoza, Shosholoza, Kulezunta Bastinela Zepumbe South Africa. When we ambaleka, Kulezunta Bastinela Zepumbe South Africa. When we ambaleka, Kulezunta Bastinela Zepumbe South Africa. Shosholoza, Shosholoza, Kulezunta Bastinela Zepumbe South Africa. Alors, les enfants, ils chantent tous en même temps. Après, ils font les gestes des travailleurs des mines. Et après, on enchaîne sur des percussions, enfin, c'est les gun boots où les enfants sont en bottes et ils frappent sur leurs bottes. On essaie. Un et deux. Chanter en chœur, un podcast de l'INSEAC. Entretien réalisé en visioconférence pendant le confinement par Lisa Lacombe. Réalisation INSEAC.
Direction scientifique et introduction par Emmanuel Etis, sur une musique originale de Malo. Merci à toutes les intervenantes et les intervenants. Merci à la chorale du Chœur académique de Rennes, à la chorale du Collège Racine à Saint-Brieuc, à la chorale de l'école Diwan à Guingamp et leur projet Regoz et Andouar. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Sculptez le son, aiguisez son regard. L'INSEAC du CNAM.